Donc, on est ensemble pour une petite heure. Cette présentation, donc, elle sera présentée par Grégoire Carpentier, moi-même et Olivier Delbucca. On a la chance d'être à la fois chef de projet pour le Shift Project et aussi cofondateur du collectif Super Héros des Carbos. Et donc, avant de plonger dans le contenu de ce rapport, il faut qu'on vous dise un peu plus avant qui on est et pourquoi on a voulu faire ce rapport. Alors, notre collectif, il a maintenant à peu près 2 ans d'existence. Il est formé effectivement d'anciens élèves de Super Héros, donc école d'aéronautique à Toulouse, mais aussi d'actuels élèves de Super Héros. Il comporte aussi des professeurs de Super Héros. Il y en a même un qu'on entendra ce soir. Et ce collectif, il est animé par la volonté de porter un discours le plus dépassionné possible et le plus scientifiquement fondé sur ce que peut faire le transport aérien ou le secteur aérien pour se décarboner, mais aussi quelles sont les limites auxquelles il se heurte. Il y a parmi nous un grand nombre de personnes qui travaillent dans le secteur aérien, qui en ont fait leur métier et donc qui aujourd'hui sont touchés par la crise sanitaire qui ébranle le secteur de façon très, très violente. Et donc, on commence à travers cette crise à ressentir dans nos métiers, dans nos existences, dans les liens qu'on a avec nos camarades, ce que peut être comment dirais-je, les conséquences de risques qui pèsent sur le secteur. Il y a aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que quand on parle de décarbonation du transport aérien, on a en général des discours assez clivants et parfois stériles qu'on entend. Et notre volonté à nous, en tant que Super Héros des Carbos, c'est de dépasser ces extrêmes, de faire entendre une autre voix, une voix qui à la fois est celle de personnes qui aiment ce secteur et qui ont envie de voir ce secteur survivre non seulement à la crise sanitaire, mais aux enjeux que nous prépare le changement climatique et les risques d'approvisionnement énergétique, et qui sont à la fois concernés par les conséquences de ces deux contraintes, et donc qui cherchent à trouver une façon apaisée de créer les conditions d'un débat possible entre les différentes parties prenantes sur la décarbonisation du secteur. Alors, le Shift Project avait en mars 2020 sorti un premier rapport sur le secteur aérien. Super Héros des Carbos avait collaboré à ce rapport, et suite à ce rapport, il y a eu un certain nombre de personnes du secteur qui ont manifesté leur intérêt pour la démarche, qui ont aussi pointé les limites de ce premier rapport et qui ont désiré contribuer à quelque chose d'un peu plus grande ampleur. Et c'est le travail qu'on va vous présenter ce soir. Donc, au-delà du collectif Super Héros des Carbos, il y a aussi des shifters qui ont participé, qui sont donc la communauté de volontaires qui gravitent autour du Shift Project. Il y a le collectif Citoyens pour le climat qui a participé. Et puis, on a des gens qui sont venus directement du secteur, qui sont pilotes, qui sont contrôleurs aériens, qui sont ingénieurs aéronautiques, qui sont employés de compagnies aériennes. Et donc, on les remercie parce que c'est vraiment un travail de 9 mois qui porte la pluralité des voix du secteur. Un mot avant de poursuivre, il est important de préciser pour nous que si Super Héros des Carbos porte le nom de Super Héros dans son nom, nous restons un collectif bien distinct de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, et donc la voix que l'on porte, le message que l'on porte n'engage en rien l'Institut, et on parle en toute autonomie. Voilà, donc ce que vous allez trouver, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une sorte de méthodologie pour évaluer ce que le secteur peut faire pour se décarboner, en prenant en compte les contraintes énergétiques, les aspects sociétaux, en prenant en compte la conséquence de mesures qu'il faudra peut-être prendre à un moment donné sur les emplois du secteur, et essayer de trouver une réponse à comment on peut rendre ce secteur plus résilient face aux enjeux qui l'attendent. Alors, on va partir d'un objectif qu'on va considérer comme non négociable, qui est celui de rester sous les 2 degrés à l'horizon 2100. Pourquoi? Parce que si on dépasse cet objectif,
un certain nombre de scientifiques, incarnés notamment par le GIEC, nous prédisent des conséquences assez fâcheuses sur les équilibres qui permettent la vie sur cette planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, n'ayant pas envie de jouer avec le feu, on considère cette contrainte de degré comme étant absolument inébranlable, et elle va fixer le cadre de nos travaux. Alors, pour ne pas dépasser les 2 degrés, eh bien, le GIEC nous dit qu'il faut limiter drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous apprends rien. Le GIEC dit aussi que si on veut essayer de quantifier l'effort à faire en termes d'émissions à travers un concept fondamental qui est celui du budget carbone. Alors, le budget carbone, en gros, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qu'on s'autorise à émettre d'ici la fin du siècle pour avoir une chance, une probabilité confortable de rester sous les 2 degrés. Alors, ce graphique est un petit peu compliqué à lire, mais en gros, vous avez en ordonnée l'élévation de la température. Donc, quand vous tirez le trait depuis 2 degrés et puis que vous allez toucher différentes plages d'incertitude, et bien, ça vous donne différents budgets en fonction de la probabilité que vous voulez de rester en dessous de 2 degrés. Et nous, on a fait le choix de prendre un budget à 2 degrés à 67%. Autrement dit, on a fait le choix de se dire, si on reste en dessous de ce budget, on aura 67% de chance de rester en dessous des 2 degrés, ce qui nous paraît un objectif raisonnable, mais qui n'est pas non plus des plus contraignants en regard du texte de l'accord de Paris qui dit en gros tout faire pour rester sous les 2 degrés et continuer les efforts pour atteindre la cible de 1,5 degré qui est aujourd'hui pas impossible à atteindre, mais sévèrement compromise. Donc, le 3390 que vous voyez en dessous du graphique que vous retrouvez dans le tableau, c'est la quantité totale de CO2, donc c'est exprimé en gigatonnes, c'est la quantité totale de CO2 que l'humanité est en droit d'émettre depuis la révolution industrielle, et on a déjà déjà émis un certain nombre, et donc il nous reste aujourd'hui 1170 gigatonnes à émettre d'ici la fin du siècle pour rester sous les 2 degrés. Donc ça, c'est le cadre physique dans lequel on se place. Ce budget carbone, il est valable pour l'humanité, donc il est valable pour tous les pays et tous les secteurs. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la première proposition qu'on défend dans notre travail, c'est de dire qu'il faut définir un budget carbone pour le transport aérien, à la fois au niveau national et international, qui soit compatible avec l'accord de Paris. Donc, ça veut dire que sur ces 1170 gigatonnes, il va falloir en prendre une fraction qu'on va allouer au transport aérien, et c'est ce que le transport aérien aura le droit de consommer d'ici la fin du siècle pour se prétendre compatible avec un objectif de 2 degrés. Le définir ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait une instance gouvernementale, ou non, enfin, de gouvernance, si possible internationale, qui ait la légitimité pour suivre ce budget et prendre les décisions qui s'imposent en cas de dépassement. Ça pourrait être l'OACI. Et pour la France, ça pourrait vouloir dire intégrer les émissions du transport aérien international dans la SNBC. Définir un budget, eh bien, il faut se donner des critères. Le transport aérien, c'est un secteur qui est très énergétique, donc difficile à décarboner. Donc, on pourrait être tenté de dire qu'il faut qu'on lui alloue un budget suffisamment grand pour qu'il puisse se décarboner. On pourrait aussi être tenté de dire, comme on l'entend parfois, que c'est un secteur qui ne concerne qu'une petite partie de la population mondiale et que donc, en conséquence, dans un principe de justice climatique, il pourrait se voir allouer un budget moindre. Eh bien, nous faisons le choix de ne pencher ni d'un côté ni de l'autre, et nous faisons le choix de définir le budget au prorata des émissions du secteur. Et c'est ce choix-là qui va guider notre travail. Alors pour faire ça, il faut savoir quel est le périmètre des émissions du secteur. La première chose qu'on défend, c'est la nécessité de prendre en compte les émissions de l'amont dans le périmètre des émissions. Alors l'amont, c'est quoi? C'est la recherche, c'est l'extraction, la production et le transport de carburant. Alors pourquoi on pense qu'il est nécessaire de prendre l'amont? C'est parce que parmi les voies de décarbonation qui sont invoquées par le secteur, il y a la voie des carburants alternatifs, et notamment des biocarburants et ce qu'on appelle les PTL, les Power to Liquids, qui sont des carburants qui, pour les 2 premiers, pas pour l'hydrogène, mais pour les biofuels et les Power to Liquids, émettent du CO2 lors de la combustion. Mais par contre, leur pouvoir décarbonant se situe sur la partie amont du cycle, puisque c'est des carburants qui captent du CO2 au moment de leur fabrication. Donc, pour pouvoir comparer des carburants alternatifs avec du kérosène actuel, on fait le choix qui nous semble nécessaire d'intégrer l'amont et de comparer des carburants sur l'ensemble du cycle.
La deuxième chose, c'est la période d'analyse. Alors, on a choisi de se placer sur la période 2018-2050. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 2050, les projections techniques sont assez difficiles à entrevoir. Déjà que se projeter à 2050, c'est déjà compliqué. Et puis parce que le secteur aussi a annoncé des objectifs de décarbonation à l'horizon 2050. Alors, en 2018, l'aviation civile mondiale a émis 1,1 gigatonnes de CO2 à mon compris, soit 2,56% des émissions de CO2 lorsqu'on prend dans le dénominateur à la fois la combustion d'énergie fossile, mais aussi les procédés industriels, l'agriculture, la foresterie et le changement d'usage des sols. En France, ce chiffre, il est de 26,9 mégatonnes de CO2 lorsqu'on considère les émissions de l'aviation sur le périmètre DGAC, qui inclut l'international. Et on en reparlera dans la suite de la présentation. Inclure l'international pour des émissions, eh bien, ça veut dire compter les émissions, en gros, compter les émissions qui ont lieu sur les vols intérieurs à 100% et compter la moitié des vols qui viennent de l'étranger ou qui sont à destination de l'étranger. L'aviation donc émet du CO2 et elle émet aussi autre chose que le CO2. Il y a les fameux effets hors CO2 dont vous avez sans doute entendu parler. Les plus communs, les plus connus sont les fameuses traînées de condensation. Et donc c'est de la vapeur d'eau qui cristallise suite au passage de l'avion dans certaines conditions de température et de degrés d'humidité dans l'atmosphère. Et ces traînées de condensation, elles ont globalement un pouvoir réchauffant avec des effets sur l'atmosphère, avec des effets physico-chimiques qui sont assez complexes et qui font l'objet d'un certain nombre d'incertitudes scientifiques, en tout cas plus d'incertitudes que l'impact réchauffant du CO2. Alors, le dernier chiffre dont on dispose, ça tombe bien, puisqu'il y a une étude qui est sortie en 2020 de David Lee, qui est un petit peu le monsieur hors CO2 ou le monsieur émission du transport aérien. Et cette étude établit qu'en 2011, donc pas en 2020, mais en 2011, l'aviation contribuait à hauteur de 3,5% du forçage radiatif net anthropogénique, donc en gros du réchauffement, en tenant compte à la fois du CO2 et des effets hors CO2. Et à l'époque, le CO2 comptait pour un peu moins de la moitié de ce 3,5%. Aujourd'hui, en 2018, on ne connaît pas ce chiffre, donc projeter le 3,5% en 2018, ce n'est pas possible, en partie parce que le forçage radiatif n'a pas été réévalué. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la part des effets hors CO2 est à peu près 2 fois supérieure à celle des effets du CO2. En gros, il y a un facteur 3 entre les effets du CO2 et le forçage radiatif total de l'aviation. Et encore une fois, ce facteur 3 on ne peut pas l'utiliser pour se projeter dans le temps puisqu'il dépend de la dynamique d'évolution du trafic. Et donc, comme en 2020, le trafic a chuté, on n'aura sans doute pas le même facteur en 2020 qu'en 2019. Donc, parler des effets globaux de l'aviation, c'est assez compliqué. On a un mélange entre des effets qui sont à très long terme sur la chimie de l'atmosphère, qui découlent du CO2, et des effets qui sont à très court terme, puisque les traînées de condensation ont une durée de vie qui est parfois de quelques heures, voire de quelques jours au maximum dans l'atmosphère, et de faire cohabiter au sein d'une même métrique des effets court terme et long terme, c'est compliqué. Il n'y a pas de consensus scientifique sur la façon de le faire, et pour cette raison, je fais le choix dans cette étude de ne s'intéresser que aux émissions du CO2, en rappelant que toute mesure de décarbonation du secteur doit agir aussi bien sur les effets CO2 que les effets hors CO2. Voilà, alors on va entrer un petit peu plus dans les chiffres et puis on va vous introduire à la méthodologie et au type de graphique que vous allez voir défiler sous vos yeux pendant cette présentation. Donc, on a dit, on part du budget carbone du GIEC qui permet de rester sous les 2 degrés avec une probabilité de 67%. Donc, ce budget, il est de 1170 gigatonnes. En le ramenant à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la période 2018-2050, on a un budget de 843 gigatonnes à consommer, ce qui, au prorata des émissions du secteur, donc avec le 2,56%, nous donne un budget d'environ 21,5 gigatonnes à consommer. Alors, les graphiques que vous allez voir dans le rapport, ils sont de 2 types. Vous aurez des graphiques qui vous montrent l'évolution des émissions
du secteur. Donc, ce que vous voyez sur le graphique du haut, sur la courbe noire, c'est une trajectoire possible, compatible avec le budget qu'on s'est fixé. Donc, vous voyez les émissions de 2018 de environ 1,1 gigatonnes et qui décroissent à un rythme constant. Ce rythme est de 3,39% par an jusqu'à atteindre une valeur. Et cette valeur, elle fait que sur l'ensemble de la durée, enfin sur l'intégralité de la durée 2018-2050, lorsque vous sommez toutes ces émissions, on va rester dans le budget. La courbe qui est en dessous, donc c'est l'intégrale de la première pour les plus mathématiciens d'entre nous. Pour donner une vision moins mathématique, c'est simplement la somme de ce qu'on aura émis chaque année. Et donc, il faut que cette somme reste impérativement en dessous du trait noir. Et le trait noir représente donc cette limite. C'est le budget carbone qu'on ne veut pas dépasser. Et donc, le chiffre que vous avez ici sur la courbe noire, c'est le 21,5 gigatonnes, donc le budget carbone de l'aviation dont elle dispose d'ici 2050. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres budgets qu'on a voulu afficher. Donc, par exemple, si on prenait le budget qui est en rouge, je ne vois pas très bien, mais en gros, c'est un budget qui nous permettrait de rester sous les 2 degrés avec une probabilité de 50%, eh bien, on aurait évidemment plus une réserve de CO2 qui est plus grande. L'objectif de 67% nous semble suffisamment raisonnable et on pourrait même imaginer qu'on cherche à avoir un objectif plus ambitieux puisque respecter l'accord de Paris, ça veut dire tout faire pour rester sous les 2 degrés, donc pour avoir des budgets supérieurs. On a fait ce choix, qui est un choix qui est communément admis par le secteur. Et on va avancer avec ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette première partie. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre du secteur en fonction de différentes hypothèses techniques de décarbonation qu'il va vous présenter. Ces scénarios seront à chaque fois mis à l'épreuve de ce budget que nous venons de définir. Olivier, c'est à toi. Merci beaucoup Grégoire, bonjour à tout le monde. Je récupère la lourde tâche de vous embarquer dans notre cadre méthodologique et dans la façon dont on a appréhendé le sujet. Alors pour les plus aguerris d'entre vous, aussi bien au domaine du secteur aérien que ceux qui sont habitués à voir des courbes et éventuellement avoir des intégrales, comme l'a dit Grégoire, ça va être très simple. Pour les autres, on va essayer de rendre ça simple. Alors voilà, accrochez-vous, on va vous emmener, on va essayer de vous emmener tranquillement pour vous expliquer notre démarche. Et c'est vraiment ce qui est vraiment important de retenir, c'est que c'est vraiment une démarche, un cadre méthodologique que nous souhaitons vous présenter, qui permet d'arriver à des conclusions. Mais voilà, on est obligé de rentrer dans ce détail-là, et en tout cas, ça nous tient à cœur. Donc, on a défini 2 scénarios techniques, industriels, qui modélisent au travers des 2 types de graphiques qu'a montré Grégoire tout à l'heure, la contribution du progrès technologique à la décarbonation du secteur. Ces deux scénarios, on les a appelés Maverick et Iceman. Ça doit rappeler quelque chose à ceux de notre génération, on va dire. Et donc, évidemment, comme pour toute définition de scénario, il y a des hypothèses. Donc, qui sont évidemment structurantes et très importantes. Je voudrais commencer par vous présenter ces hypothèses. La première, donc, là, on arrive sur des hypothèses communes aux 2 scénarios. Il y a une hypothèse qui est évidemment structurante dans les résultats qu'on obtient, c'est la croissance du trafic. Donc, on a pris cette hypothèse. Donc, comme le trafic s'est effondré en 2020, on aura l'occasion d'y revenir. On a pris l'hypothèse qui est considérée en ce moment comme optimiste de reprise du trafic en 2024, c'est-à-dire reprise au niveau de 2019 en 2024, et puis une croissance de 4% par an entre 2024 et 2050. Donc 4% par an, c'est à la fois pour l'instant des projections du secteur, donc via l'IATA ou via d'autres organismes, et c'est aussi une croissance qui correspond à peu près ou un peu en dessous à ce qu'on avait avant la crise Covid. Donc on imagine que le trafic reprend. Alors évidemment, cette hypothèse est complètement structurante pour les résultats qu'on va obtenir. Néanmoins, dans le cadre de notre étude, elle n'est pas si structurante que ça, puisque le but du jeu pour nous, enfin du jeu si on peut dire, c'est
c'est de regarder si on rentre dans le budget, et à la fin, on verra comment il faut ajuster cette hypothèse de manière à rentrer dans le budget. Donc, elle est structurante pour le résultat qu'on obtient, mais elle ne remet pas en cause le modèle. Alors là, on commence à rentrer dans les hypothèses techniques. On a pris une hypothèse que je n'ai pas détaillée ici, d'amélioration des opérations sol et air continue entre 2018 et 2050, qui nous conduit à un gain de 10%, donc les opérations sol et air. Alors tout ce qui est sol, c'est tout ce qui est roulage. Donc il y a tout un tas de façons d'optimiser le roulage. On y reviendra. Électrifier le roulage, allumer qu'un seul moteur. On aura l'occasion d'y revenir. En l'air, il y a tout un travail fait par le contrôle aérien d'optimisation des trajectoires qui est possible. Voilà, donc on a pris ce 10%. Je sais qu'il y a certains acteurs du secteur qui ambitionnent beaucoup plus. Bon, voilà, c'est un chiffre qui nous paraît, nous, néanmoins, optimiste. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la période de la 2020, on a pu voir des optimisations supérieures et elles ont pu être réalisées, en particulier parce que le trafic était plus bas et que donc il était plus possible d'optimiser ces trajectoires. Donc voilà cette hypothèse. Donc dans nos deux scénarios, on introduit l'avion à hydrogène. Donc ça veut dire qu'il faut produire de l'hydrogène. L'hypothèse qu'on prend sur cette production d'hydrogène, puisque comme l'a dit Grégoire, on intègre l'amont, c'est que l'hydrogène est produit par le procédé d'électrolyse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas en majorité. Et donc, pour faire de l'électrolyse, il faut de l'électricité, et que donc cette électricité, pour faire ces électrolyses, est d'origine éolienne. Donc, ça veut dire qu'elle a une intensité carbone parmi les plus faibles actuellement. Donc, ça, c'est une hypothèse, voilà, une hypothèse aussi optimiste. Ensuite, un des autres piliers du secteur pour la décarbonation, c'est la compensation, notamment le programme Corsia de l'OACI, qui a pour principe de demander aux compagnies de compenser leurs émissions qui sont au-delà du niveau de 2019. Donc, c'est un programme qui est en train de se déployer. Alors, nous, on a inventé un programme qui s'appelle Corsia Étoile. On a imaginé qu'il était actif tout de suite sur toutes les routes du secteur, international, national, donc sur tout le périmètre des émissions. Et on a fait aussi le choix, donc c'est vraiment un Corsia++, et on a fait le choix de décompter mathématiquement la compensation des émissions, ce qui là aussi est un choix qu'on peut discuter, mais voilà, on joue le jeu de dire tout ce qui est compensé, c'est comme si ça n'avait pas été émis. Je suis sûr que Jean-Marc Jancovici pourrait discuter longuement sur ce point, mais on a voulu jouer ce jeu-là. Donc ça, c'est pour les hypothèses communes. Ensuite, les hypothèses qui les différencient. Les trois grandes familles d'hypothèses qui structurent le reste des scénarios, il y a la roadmap avion, le renouvellement de la flotte et la production de carburants alternatifs. En deux mots, la roadmap avion, c'est le calendrier qu'on peut imaginer, le calendrier de l'industrie de production et de mise en service des avions avec un certain niveau de performance. Donc là, vous avez en haut, dans la bande saumon, le calendrier qu'on a supposé. Donc, on a repris les annonces dans le scénario Maverick. Donc, le scénario Maverick, c'est le scénario où on pousse tous les leviers technologiques à leur maximum. Et donc, dans le scénario Maverick, on a considéré une roadmap avion, celle qui est annoncée par le secteur, et la plus optimiste possible. Donc, en particulier, on a tous à l'esprit que Airbus s'est lancé dans un programme Zéroé pour produire un avion à hydrogène, mettre en service un avion à hydrogène à horizon 2035. Donc, on a considéré qu'on avait un avion à hydrogène en 2035 avec un certain niveau de performance. Je vais y revenir. On a aussi un long courrier avec un niveau de performance amélioré de 25% et capable d'embarquer de fonctionner avec 100% de carburant alternatif. Donc, il y a d'autres éléments de cette roadmap, mais là, disons que c'est le point principal. C'est le point principal. Je vais juste revenir sur les niveaux de performance. Pour les avions dits traditionnels, on a pris une hypothèse de 25% d'amélioration à chaque génération. Pour l'avion à hydrogène, il n'a que 15%, c'est-à-dire que pour une énergie donnée, la performance aérodynamique, en fait,
n'est que de 15% parce que l'avion à hydrogène devra embarquer un ensemble de matériel nécessaire au fonctionnement à hydrogène, et donc on a pris cette hypothèse de 15% et non pas de 25%. Une fois qu'on a ces avions, une fois qu'on a cette roadmap avion, eh bien l'efficacité des carbonantes n'arrive que si ces avions sont déployés dans la flotte. Et donc, pour le scénario Maverick, nous avons pris l'hypothèse que la flotte se renouvelait en 15 ans. Donc, c'est une hypothèse, là aussi, optimiste, puisqu'aujourd'hui, on considère que la flotte mondiale est renouvelée tous les 25 ans. Donc, si on passe dans un scénario où la flotte mondiale se renouvelle en 15 ans, ça veut dire que donc ce renouvellement est accéléré, ça veut dire que les productions d'avions sont accélérées par rapport au rythme actuel. Et donc, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'en prenant une production, en prenant un renouvellement de flotte de 15 ans, si on a un avion court moyen courrier à hydrogène en 2035, ça veut dire qu'en 2050, l'ensemble de la flotte, et en considérant que c'est l'avion le plus performant, bien sûr, d'un point de vue des émissions, l'ensemble de la flotte des moyens courriers et inférieurs est 100% à hydrogène. Donc, on est sur ce type d'hypothèse-là. Ensuite, troisième pilier important, c'est la disponibilité du carburant alternatif, donc autre que l'hydrogène. Pour l'hydrogène, on a considéré qu'il était illimité. On a regardé ce que ça voulait dire en termes de consommation. Pour le carburant PTL ou biocarburant, on a considéré les hypothèses de production. Donc là, vous avez une hypothèse forte qui est présentée dans le dernier rapport McKinsey, de 500 mégatonnes de biocarburant potentiellement qu'on peut potentiellement produire par an. Donc, et on a tracé une trajectoire de production qui part de là où on en est aujourd'hui et qui monte jusqu'à 500 mégatonnes de carburant de G en 2050. Et donc, quand on fait cette courbe-là, par rapport à l'ensemble des projections actuelles à la fois du secteur, des gouvernements, on est largement au-dessus. Donc, on est dans un contexte où on considère qu'on a vraiment poussé l'ensemble des leviers technologiques à notre disposition à leur maximum. Pour le scénario Maverick, c'est un scénario un peu moins ambitieux, un peu moins agressif d'un point de vue des technos. Dans le scénario Iceman, on a considéré qu'on avait exactement la même roadmap avion, mais décalé de 5 ans. Que la flotte, c'est-à-dire que du coup, l'avion à hydrogène, par exemple, n'arrive pas en 2035, mais arrive en 2040. Que la flotte se renouvelle effectivement en 25 ans, c'est-à-dire au même rythme que maintenant, elle n'accélère pas particulièrement son rythme, et que le transport aérien n'accède, entre guillemets, que à 50% de cette quantité par rapport au scénario Maverick. Donc, ce qui est important à retenir aussi dans le scénario Maverick, c'est que ces quantités sont les quantités produites et on considère que l'aviation serait le secteur prioritaire d'accès aux carburants alternatifs, c'est-à-dire qu'elle a la première servi dans cette production-là. Alors que dans le scénario Iceman, elle est la première servie que dans 50% de cette production. Voilà, donc c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à poser des questions sur tous ces points-là, on aura l'occasion d'y revenir. Et maintenant, une fois qu'on a posé les bases de ces scénarios, on va regarder ce que ça donne dans notre méthodologie. Et donc là, on va regarder le suivi. Donc là, vous voyez les deux graphes. En haut, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, vous avez le graphe des émissions annuelles. En bas, vous avez le graphe des émissions cumulées comparées au budget carbone de 21,6 gigatonnes de CO2. Et donc, quand la courbe, par exemple là, quand la courbe rouge pointillée traverse la courbe noire, donc on voit à peu près en 2035, eh bien, ça veut dire que le budget est complètement consommé et que si on n'augmente pas le budget, on n'a plus de budget. Donc, il faut vraiment se mettre c'est vraiment, le terme de budget n'est pas volé. Si vous avez un certain budget, quand vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus en consommer, donc vous ne pouvez plus émettre de CO2. Il faut se mettre dans cette optique-là. Et au-dessus, donc, vous avez les courbes des émissions annuelles. Donc, la courbe rouge pointillé, c'est la courbe qu'on dit tendancielle, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a des émissions qui correspondent à une augmentation de trafic de 4% par an à partir de 2024. Et dans cette courbe-là, c'est une courbe théorique qui n'arrivera pas, il n'y a aucun effet d'une quelconque amélioration technique. C'est-à-dire nous sommes sur une performance technique et émissive
identique à celle de 2018 et elle ne bouge pas. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas du tout ça qui est au programme, mais ça nous sert de référence. Donc une fois qu'on a cette courbe de référence, on regarde l'impact des différentes hypothèses qu'on a prises, en tout cas dans le scénario Maverick. Donc le premier impact, la première contribution, c'est donc les fameux 10% qu'on a considérés pour l'amélioration des opérations air et sol. Donc vous voyez, ça fait baisser la courbe en haut des émissions annuelles, ça fait baisser aussi la courbe des émissions cumulées, ça décale un tout petit peu la date d'atteinte du budget, mais on voit qu'on n'y est pas encore. Ensuite, on intègre la roadmap. Donc, on intègre la roadmap avion. Donc là, on voit qu'on commence à, donc toujours dans le scénario Maverick, on voit qu'on commence à baisser la courbe significativement, en tout cas du point de vue des émissions annuelles. Et on intègre la roadmap et on intègre le fait d'insérer ces nouveaux avions dans les flottes commerciales à un rythme d'un renouvellement tous les 15 ans. Donc là, ce qui est important d'avoir là, en particulier en ce qui concerne l'avion à hydrogène, c'est que là, vous avez un avion à hydrogène qui, l'effet hydrogène n'est pas encore intégré. Ici, dans cette courbe-là, votre avion à hydrogène, en fait, il est considéré comme un avion à kérosène normal qui aurait 15% d'amélioration de performance. Voilà. Donc voilà, vous avez une première baisse des émissions. Ensuite, quand on intègre maintenant l'impact des carburants alternatifs, y compris l'hydrogène, donc là, à ce moment-là, on commence à avoir une courbe qui a une inflexion significative, et notamment, on voit à partir de 2035, dans le scénario Maverick, c'est-à-dire le moment où on a le long courrier ultra performant, 100% carburant alternatif, et le fameux avion à hydrogène qui rentre en service, et bien là, on a une chute des émissions annuelles assez significative. On arrive même à passer en dessous de la courbe noire, qui est notre courbe de référence. Pour autant, quand on regarde le graphe des émissions cumulées, on voit qu'on décale là significativement la date d'atteinte du budget. On est autour de 2040-2041, mais in fine, on reste au-dessus du budget carbone. Alors dans cette hypothèse, je reviens sur l'hypothèse d'avion à hydrogène, on a pris vraiment l'hypothèse la plus optimiste sur le type d'avion à hydrogène qui pourrait venir. En tout cas, actuellement, on a considéré qu'on avait un moyen courrier, c'est-à-dire un range, c'est-à-dire la capacité de distance en fait, de 7000 km. Voilà. Voilà, et donc, du coup, il nous reste, excusez-moi, le troisième pilier qui est la compensation CORSIA. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le progrès technologique décarbonant est suffisamment important et suffisamment rapide pour que la courbe des émissions de la courbe du graphe d'en haut ne revienne pas au niveau de 2019. Donc, du coup, dans la façon dont est défini CORSIA, aujourd'hui, CORSIA, y compris CORSIA étoile, ne s'active pas, et donc il n'y a pas besoin de faire de compensation dans ce cadre technologique. Alors, qu'on remarque, ce qui est intéressant de comparer dans ces deux graphiques-là, c'est que, bon, on l'a dit, le budget est néanmoins atteint entre 2040 et 2041 et on est au-dessus en 2050. Pour autant, si on regarde le cours des émissions cumulées, vous avez la ligne pointillée bleue qui montre l'objectif qui est formulé par le secteur, qui dit réduire de 50% les émissions en 2050 par rapport à 2005. Donc, on voit, si on regarde que la courbe du haut, on voit que cet objectif est atteint. Il est atteint à peu près en 2044 dans ce scénario technologique, et il est même dépassé. Donc, si on regarde la courbe de ce point de vue-là, on se dit tout va bien. Sauf qu'en réalité, quand on fait l'analyse par le prisme du budget carbone, eh bien, on voit que même si on décroît, en fait, on ne décroît pas assez rapidement, et on n'arrive pas à rester dans ce budget. Donc, ces deux graphes-là nourrissent l'importance de définir le budget carbone comme cadre d'action. Et si on fait la même chose, donc je vous épargne tout le côté progressif pour le scénario Iceman, mais si on fait la même chose pour le scénario Iceman, eh bien, on a des résultats qui sont moins bons, donc le budget est dépassé plus tôt et les émissions cumulées in fine sont bien plus importantes. Là, dans le scénario Iceman, on n'atteint pas l'objectif formulé par le secteur, on reste au-dessus in fine des 50%, des 383 mégatonnes annuelles.
Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le scénario Iceman, mais comme il est plus lent à décarboner, là, le programme Corsia Étoile, joue son rôle et permet de lisser, vous voyez, une sorte de plateau bleu qu'on voit à peu près entre 2030 et 2042. Et donc là, voilà, dans cette période-là, il y a de la compensation et in fine, la décarbonation arrive suffisamment à temps pour passer sous le niveau 2019. Et à ce moment-là, le programme Corsia ne sert plus, il n'y a plus de compensation à faire. Donc, dans le rapport, on a détaillé, et on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, toutes les prérequis énergétiques et carburants et tous les profils de consommation correspondant à ces différents scénarios. On a voulu vous en présenter un ici. C'est bien sûr, pour faire tout ça, il faut produire de l'hydrogène, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit qu'on les produisait avec de l'électrolyse et de l'éolien. Et ce qui nous intéressait, c'était de regarder quelle quantité d'électricité était nécessaire pour atteindre ces niveaux en 2050. Donc, ce qu'on voit pour Maverick, c'est que si on était dans ce scénario-là, il nous faudrait un parc éolien mondial environ 6 fois supérieur au parc éolien actuel et dédier sa production entièrement à la fabrication d'hydrogène pour l'aérien. Donc, c'est quelque chose de considérable. Et pour Iceman, on est à 4,5. Donc, c'est quelque chose de considérable. Et là, l'idée pour nous n'est pas de dire oh là là, c'est infaisable, ou oui, il n'y a pas de problème, ça se fait, il suffit de mettre des éoliennes. Notre envie, notre ambition dans ce travail-là, c'est de prendre conscience des ordres de grandeur et de dessiner des trajectoires qui intègrent la totalité de la problématique. Il y a quelque chose qui est criant, par exemple dans la situation qu'on a aujourd'hui, concernant les carburants alternatifs, c'est qu'aujourd'hui vous avez des avions A320 Neo, A350 et pareil pour les camarades Boeing qui ont des capacités d'emport de carburants alternatifs de 50%, mais aujourd'hui il n'y a pas assez de production de carburant alternatif. Donc au final, vous voyez, quand les deux éléments ne sont pas synchronisés, vous avez beau avoir des avions super performants, si vous n'avez pas le carburant alternatif qui va derrière, votre potentiel de décarbonant, il n'est pas complètement établi. Mais pour l'hydrogène, c'est pareil, si on n'a pas assez d'hydrogène et si on n'a pas assez d'hydrogène propre entre guillemets, eh bien notre avion à hydrogène ne pourra pas faire son œuvre de décarbonation. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a les deux courbes des deux scénarios confrontés au budget carbone. Donc, on voit qu'on dépasse, on l'a déjà dit, le budget carbone de 21,6 gigatonnes, mais on voit qu'on dépasse aussi d'autres budgets supérieurs. Par exemple, pour le budget dans le scénario Iceman, on voit qu'on dépasse aussi, la noire pointillée, c'est le budget total à horizon 2100, donc ce n'est pas celui à horizon 2050. Donc, dans le scénario Iceman, on dépasse le budget à horizon 2100. Ce qui veut dire que là, on a vraiment tout dépassé et la seule solution, c'est d'arrêter d'émettre du carbone dans le cadre de ces scénarios-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous reste qu'est-ce qui nous reste comme option pour tenir ce budget? La première idée qui nous vient, c'est d'augmenter le budget. C'est une option qui est tout à fait envisageable. Grégoire en a parlé tout à l'heure. Là, on a pris une hypothèse que nous, on considère comme neutre, qui correspond à un certain budget avec une certaine probabilité de rester en dessous des 2 degrés. Il est tout à fait envisageable d'augmenter ce budget et il est tout à fait envisageable aussi de diminuer ce budget. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le budget total n'est pas négociable. C'est le budget défini par le GIEC. Donc, si on augmente pour l'aérien d'un côté, ça veut dire qu'on va le baisser quelque part pour l'autre. Et évidemment, augmenter le budget, c'est possible, mais déjà, il faudrait qu'il soit défini, d'où notre proposition zéro de définir un budget. Et nous, on a fait un choix, mais on ne considère pas comme particulièrement légitime à faire ce choix. C'est vraiment un choix qui doit intégrer les différentes problématiques. Donc, il faut que ce budget carbone soit défini. Nous, si le budget est plus gros, on sera très content, mais voilà, il faut le définir. Et il faut, après, qu'il soit piloté. Voilà. Et donc, en revanche, ce qui est clair, c'est que l'issue d'un tel arbitrage est incertaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, se dire on mise tout sur le fait qu'on va augmenter ce budget. Donc, l'autre option qui nous reste, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de revoir l'hypothèse de croissance de trafic à la baisse. Donc, du coup, en réglant cette hypothèse de croissance, donc c'est 4%, on voit dans les deux scénarios quelle croissance on peut s'autoriser pour rester dans le budget. Et donc pour le scénario Maverick, ça veut dire qu'à partir de 2024, on peut s'autoriser une croissance de 2,52%. Pour le scénario Iceman, eh bien, on est obligé de décroître, de moins 0,8% par an.
Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit dans le graphique d'à côté, c'est que, évidemment, quand on est à budget constant, donc ça, ce sont les le pourcentage que je vous ai dit, c'est si cette croissance-là arrive dès 2025. Si elle n'arrive pas dès 2025, si dès 2024, le trafic repart sur un rythme de 4%, et bien par la suite, ça veut dire que l'effort à faire pour rester dans le budget devient supérieur. Et ces courbes-là vous montrent la progression de l'effort à faire en fonction du moment où on décroche de la courbe de 4%. Et donc, plus on attend, plus l'effort à faire est important. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous partez en randonnée, si vous mangez toutes vos provisions au début, à la fin, vous n'en avez plus. Vous devez faire énormément d'efforts pour continuer avec très peu de nourriture. Si vous rationnez dès le début, à la fin, vous êtes aussi plus à l'aise pour continuer votre randonnée. Donc, nous, on est vraiment sur ce… Voilà, donc, ce raisonnement-là, tout ce raisonnement-là découle de la fixation d'un budget carbone. Donc, c'est vraiment un message fort. C'est le message. Il y a un message principal dans ce rapport, c'est fixons le budget carbone qui permettra de définir le cadre dans lequel l'aviation peut se développer, peut continuer à exister. Donc, une fois qu'on a dit ça, il est temps de passer à l'action et on a regardé les axes. Là, on revient sur la France, regardez les axes qui sont activables et activables rapidement. On a vu que le court terme est quelque chose d'important au niveau de la France. Je vais aller assez rapidement. Donc, on a rejoué nos scénarios au niveau France. Mais du coup, ce n'est pas juste un prorata France-Monde. Il y a quand même des hypothèses qui sont différentes à prendre en compte, notamment la production de SAF. Dans les hypothèses monde, les 500 mégatonnes, ça veut dire quasiment abondance de biocarburants. Et dans le scénario Maverick, en gros, à partir de 2039, l'aviation est complètement saturée de biocarburants et elle n'a plus besoin de kérosène quasiment. Alors que dans le scénario France, si on prend l'hypothèse qu'on n'importe pas de carburant et qu'on produit avec ce qu'on a, eh bien, on en a un peu moins. Et donc, ce moment-là arrive uniquement à partir de 2049. Un autre point qui est très important aussi, c'est les profils de flotte qui sont différents. Sur le périmètre, dit périmètre DGAC, qui est mesuré par la DGAC, on voit qu'en France, dans ces deux camemberts, on voit qu'en France, la part du long courrier est bien plus importante qu'en moyenne monde. Cela est dû au fait que la France est un pays, une destination touristique phare. Et on a énormément de longs courriers qui arrivent venir nous visiter de partout dans le monde. Donc, et donc, du coup, quand on a beaucoup de longs courriers et dans une hypothèse où on a au maximum un moyen courrier de 7000 km à hydrogène, et bien du coup, on va voir que le potentiel décarbonant de l'avion à hydrogène sur le périmètre France est lui un peu moins important. Et l'autre point, c'est qu'en se focalisant sur le périmètre France, eh bien, on peut chiffrer de manière plus détaillée, parce qu'on a plus de données, plus de connaissances, plus de données des différents systèmes organisationnels, le potentiel décarbonant des actions court terme. Donc, agir à court terme en France, on a commencé par regarder les mesures techniques. Alors ici, les mesures techniques sont celles du rapport précédent, du rapport V1, qu'on a étendu à ce périmètre GDAC, qu'on a retravaillé à l'intérieur du rapport complet. Et j'en profite pour passer le mot pour ceux qui sont intéressés, d'aller lire le rapport complet. On essaye d'être didactique et d'aller vite, mais vraiment, il y a tous les détails dans le rapport complet. Donc, vraiment, allez-y. Je vais dire un peu, ne perdrez pas votre temps, mais bon, ça sera à vous de voir. Mais vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le périmètre des GAC, Grégoire en a parlé tout à l'heure, tout l'intérieur, incluant l'outre-mer, tous les LTO. Le LTO, c'est Landing and Take Off. Donc, c'est toutes les approches et les décollages et le roulage de tous les avions qui atterrissent ou qui décollent du sol français. Et pour les vols internationaux, on intègre les demi-croisières. Donc, ça, c'est le périmètre officiel qui est mesuré par la DGAC tous les ans et qui publie des rapports et sur lesquels on s'est appuyé pour faire nos évaluations. Donc, 4 mesures court terme ont été étudiées: décarboner les opérations au sol, remplacer les appareils, les turboréacteurs de petite capacité par des turbopropulseurs sur les petites distances,
limiter le fuel tankering. Le fuel tankering, c'est une pratique qui consiste à emporter plus de carburant dans ses réservoirs que nécessaire, de manière à ne pas avoir besoin de faire le plein dans son aéroport d'arrivée pour revenir, notamment si le prix du carburant dans l'aéroport d'arrivée est supérieur à celui de l'aéroport de départ. Et donc évidemment, quand on emporte plus de fuel, on est plus long, on est plus lourd et on émet plus de CO2. Et réduire le cost index, c'est OES minimum, qui est une optimisation de trajectoire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, donc vous avez vu les pourcentages, ça décarbone pas beaucoup. On arrive à la fin à peu près 4% de l'effort total. Donc, encore une fois, dans un contexte où on est à budget carbone fixé, il faut trouver d'autres mesures court terme. Tout ce qui est mise en œuvre à court terme et de manière structurelle et non pas de manière conjoncturelle. Là, par exemple, le pic, le creux, on va dire, lié à la crise Covid, c'est une baisse court terme, malheureuse, mais qui est purement conjoncturelle, qui n'est pas structurelle, donc elle ne se propage pas dans la suite. Tout ce qui est structurel, toutes les améliorations que vous allez faire à court terme, c'est autant de gagner pour la suite. Donc les autres possibilités d'amélioration court terme qu'on a identifiées, ce sont, là on rentre dans les mesures de sobriété. On a commencé par regarder tout ce qui est adaptation de l'offre. Donc 4 mesures étudiées: la densification des cabines, on pourra rentrer dans le détail si vous avez des questions, le transfert modal, c'est-à-dire la suppression de l'offre aérienne quand il y a une offre acceptable, c'est-à-dire pour nous moins de 4h30 existante pour le train. Donc, on a regardé là le périmètre des lignes françaises et européennes, repenser le système de miles et limiter fortement le trafic de l'aviation d'affaires. Donc là, vous avez les gains qui sont amenés. Et donc là, quand on cumule toutes ces améliorations court terme, ces performances court terme, on voit que la courbe commence à s'infléchir de manière significative. Si on reprend nos graphes de cumulé, on voit qu'on gagne à peu près 1 an grâce à ces optimisations court terme, ce qui laisse 1 an de plus aux mesures on va dire stratégiques de stabilisation des émissions de l'aérien pour se déployer. Mais bon, malheureusement, on n'y est toujours pas. On a gagné 10%, car c'est appliqué à court terme, mais ça ne permet toujours pas de rester dans le budget. Donc, la seule option qui nous reste, c'est de continuer à réduire cette fois-ci côté offre. Alors là, ce qui est important, là encore, vous allez voir des propositions, mais ce qui est important, c'est surtout une méthode qu'on défend. La méthode qu'on défend, c'est de informer, inciter, impliquer. Et autour de ces 3 axes-là, il y a l'envie de réfléchir à partir du moment où on accepte ce budget, on accepte d'être dans un monde contraint, l'envie de réfléchir à ce qu'on veut faire réellement de l'aviation dans le futur. Et donc d'impliquer la réflexion citoyenne et de faire des choix. Il y aura des choix à faire. Est-ce que l'aviation, c'est plus l'affaire, plus le loisir? Est-ce que c'est plus le long courrier, plus le moyen courrier? Et donc, à un moment, voilà, on décide l'aviation dont on a envie. Et l'aviation dont on a envie, ce n'est pas zéro aviation. Je le répète parce que je ne voudrais pas que notre discours soit mal compris. Ce n'est pas la zéro aviation, mais il faut dessiner l'aviation dont on a envie. Et une fois qu'on a fait ça, la réglementation doit être là pour encadrer cette trajectoire. Et donc, la réglementation, il y a tout ce qu'on a l'habitude de voir, la limitation des créneaux aéroportuaires. Donc, tout ça est décrit en détail dans le rapport. Hein. Il y a une méthode, une mesure qui nous intéresse, et qui commence à faire son chemin, notamment en Angleterre, c'est la taxation progressive, qui correspond tout à fait à quelque chose un peu d'équitable et qui correspond à l'esprit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et je pense que Finlay et Todd nous en diront un mot tout à l'heure. Donc, dans ces mesures sont nationales. Donc, évidemment, ce qui est important, c'est quand on met en œuvre ces mesures, c'est de veiller à la protection des acteurs nationaux. Il est évidemment hors de question, quand on mène une mesure nationale, de défavoriser un acteur national, transporteur ou constructeur, par rapport à un autre pays qui serait moins contraignant sur le carbone, et évidemment d'étendre au maximum et d'influencer pour que ce type de mesures soit étendu à minima à l'échelle européenne, puisque c'est là
quels seront les plus efficaces. Voilà, je crois que j'ai dépassé un peu mon temps et je vais repasser la parole à Grégoire Ouais. pour continuer. J'ai dépassé mon temps. Toi, dépenser de quelques minutes. Ok, on va Ok. parler assez rapidement. On va évoquer les conséquences sur l'emploi d'éventuelles mesures de sobriété qu'on serait amené à prendre. Donc, quelques chiffres pour rappeler les grands chiffres clés du secteur. Le secteur au niveau mondial, c'est 3,5% du PIB mondial. C'est plus en France parce qu'on a une industrie aéronautique. On a la chance d'avoir une industrie aéronautique encore une fois, qu'on cherche à défendre. C'est environ en France 350 000 emplois lorsqu'on cumule l'industrie et le transport aérien, donc c'est quand même pas significatif, il faut s'en occuper. Alors, le secteur, il est touché par la crise sanitaire, il est même très touché. Vous le savez, que ce soit au niveau mondial ou au niveau, si tu peux afficher la suite, Olivier, que ce soit au niveau mondial, donc sur la courbe du haut, ou au niveau européen, sur les courbes du bas, on n'espère pas une reprise de l'activité du trafic avant au minimum 2024 au niveau de 2019, et pour les scénarios les plus pessimistes, on pourrait même aller jusqu'à 2029. Donc ça, évidemment, personne ne s'en réjouit. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les émissions, mais c'est en tout cas pas une bonne nouvelle économique pour le secteur, et c'est pas une bonne nouvelle pour sa décarbonation à long terme, puisque pendant que le secteur est empêtré dans cette crise, qui c'est sans doute une des plus graves de son histoire, eh bien, il y a un certain nombre de décisions de décarbonation qui sont repoussées, et donc du coup qui nous font perdre du temps sur notre objectif global. Alors ça m'amène à parler des impacts à long terme et des arbitrages court terme, long terme qu'il va falloir faire. Sur cette courbe, vous voyez en gros une trajectoire d'emploi pour le secteur aérien en France. Donc, ce que vous voyez, l'espèce de petite cuvette que vous voyez au milieu, c'est l'effet de la crise sanitaire, avec en rouge les suppressions d'emplois qui ont déjà été annoncées par le secteur le secteur du transport aérien. Et puis ensuite, vous avez une reprise à 2024, donc dans un scénario optimiste. En pointillé, vous avez la courbe tendancielle des fameux 4% de croissance. Et puis en vert, vous avez la courbe de croissance autorisée par le scénario Maverick. Donc encore une fois, un scénario Maverick, c'est pas un scénario décroissant, c'est un scénario qui peut être croissant sous certaines conditions. Une de ces conditions, c'est d'arriver à parvenir à une modération du trafic au niveau international dès 2025. Si jamais cette modération elle a lieu plus tard, elle a lieu en 2030, et bien vous voyez qu'on crée un peu plus d'emplois sur la période 2025-2030, mais qu'on crée moins d'emplois en 2050. Et si jamais cette modération n'a lieu qu'en 2035, et ben on va revenir en 2050 à un niveau d'emploi qui est à peu près le niveau d'emploi qu'on aura en 2022 suite aux suppressions de postes de la crise sanitaire. Autrement dit, tout l'effort qu'on aura fait pour la technologie, on va le perdre dans les emplois si jamais on n'est pas capable de s'entendre au niveau international sur une façon de modérer le trafic. Évidemment, dans le scénario d'Iceman, c'est pire. Dans le meilleur des cas, on va revenir au niveau d'emploi de 2022, et dans les pires des cas, eh bien, si on modère plus tard, que ce soit en 2030 ou en 2035, on aura bien moins d'emplois à terme. Donc, il faut s'occuper des emplois du secteur aérien. Alors, un scénario qu'on entend souvent, c'est de dire, est-ce qu'on peut reconvertir les emplois du secteur aérien dans le secteur ferroviaire? La question, elle n'est pas si simple à répondre que ça. Ce serait faire un raccourci que de penser que c'est très facile. Pourquoi? Parce que dans le secteur aérien en France, vous avez certes 40% des emplois qui sont des emplois sur des fonctions transverses ou de support, mais vous avez 60% des emplois qui sont spécifiques à l'aérien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces emplois spécifiques à l'aérien? On va pas leur dire, vous arrêtez de bosser dans les avions et vous allez bosser dans les trains du jour au lendemain. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Il y a tout l'ensemble du personnel navigant dont il faut s'occuper. Il y a aussi les personnels techniques d'escale et les opérateurs de maintenance qui n'iront pas travailler dans un autre secteur s'il n'y a pas une reconversion qui est organisée et s'il n'y a pas un minimum de planification. La deuxième chose que je veux dire concernant le transport ferroviaire, c'est qu'on pourrait espérer reconvertir des emplois dans le transport ferroviaire à une condition, c'est qu'il y ait des emplois disponibles dans le secteur ferroviaire. Ça paraît un peu une lapalissade de dire ça, mais c'est un secteur qui a quand même qui a souffert d'un désinvestissement sur les 40 dernières années. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir transférer des emplois dans ce secteur, et bien ça suppose un réinvestissement et une régénération des infrastructures de transport ferroviaire. Et il y a un autre sujet qui est important, c'est qu'on se dit, s'il y a des emplois qui ne servent plus dans l'aérien, effectivement, on peut avoir des reconversions individuelles, mais qu'est-ce qu'on fait des sites, et en particulier des aéroports? Vous avez en Europe 200 aéroports qui sont menacés aujourd'hui de faillite. Qu'est-ce qu'on en fait demain?
qu'est-ce qu'on fait pour réhabiliter un aéroport qui ferme? Et nous, on défend l'idée qu'il faut s'occuper dès maintenant de savoir comment on pourrait transformer un aéroport en un autre pôle d'activité économique. Un aéroport, c'est quoi? C'est une zone qui est plate, qui est dégagée des habitations, qui contient des infrastructures de stockage de carburant, qui contient toute une infrastructure logistique qui est en général à proximité des métropoles. Il y a un réseau de transport autour. Donc, c'est sûrement des choses qu'on peut valoriser dans un monde bas carbone avec des infrastructures qui sont déjà en place plutôt qu'en construire de nouvelles. Et donc, en gros, comment on fait? Comment on peut réfléchir à réhabiliter un aéroport le jour où il ne sert plus? C'est une question qu'il faut anticiper plutôt que de la subir le jour où on sera mis devant le fait accompli. Voilà, on va parler rapidement maintenant de l'impact sur l'industrie. Alors, vous savez que l'industrie, elle est dimensionnée à long terme par deux choses que sont la taille des flottes et donc conditionnée par la croissance, et elle est aussi dimensionnée par la vitesse de renouvellement. Olivier en a parlé dans les différents scénarios. À court terme, ce qui a un impact sur l'emploi, ce sont les livraisons effectives. Et en 2020, l'industrie en France a annoncé 13 000 suppressions de postes, qui correspond après à l'ensemble des postes qui ont été créés les 10 dernières années. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Et il faut vraiment s'occuper à long terme de l'impact de l'emploi sur l'industrie. Alors, on a parlé de renouvellement. L'industrie est dans un modèle où elle produit des avions pas que pour renouveler les flottes, elle produit aussi des avions pour servir la croissance. En 2019, vous avez le Global Market Forecast d'Airbus qui envisage qu'environ sur les 38 000 avions qui seront créés dans les 20 prochaines années, vous avez environ 2 tiers qui sera alloué à la croissance et 1 tiers qui sera alloué au renouvellement. Alors la question qu'on se pose, c'est s'il y a moins de croissance, eh bien, est-ce que c'est le renouvellement qui va prendre le relais sur la fabrication d'avions? Pas sûr. Alors, vous avez sur le graphe qui s'affiche là, vous avez 2 trajectoires. Vous avez une trajectoire de trafic dans le scénario Maverick et une trajectoire de trafic dans le scénario Iceman. Et on vous a mis dans très plein les trajectoires de production d'avions. Donc, vous voyez, par exemple, dans Iceman, c'est très flagrant. Il y a le trafic décroît. Et donc, du coup, on n'a que du renouvellement à faire et en plus, il se fait sur 25 ans. Donc, ça veut dire que chaque année, on produit beaucoup moins d'avions que maintenant. Donc, les impacts dans un scénario décroissant sont encore plus forts sur l'industrie qu'ils le sont sur le transport aérien. Alors, il y aurait un moyen de s'en sortir qui consisterait à dire, puisque c'est comme ça, on va augmenter la cadence de production, même si on est dans Iceman. C'est la courbe jaune qui s'affiche ici et qui permet de compenser un peu les pertes d'emploi en accélérant la cadence de renouvellement. Sauf que comment on finance une industrie qui est passée complètement d'un modèle où elle était majoritairement un secteur d'équipement, d'un marché de l'équipement, vers un marché de renouvellement. Et donc, comment on va financer ces renouvellements de flotte? Eh bien, certainement pas sans soit augmenter les prix des billets, soit aider l'industrie et les compagnies aériennes à acquérir les nouveaux avions. Donc, les 2 points qui doivent être retenus ici, c'est que on aura besoin d'aider les compagnies et les opérateurs de maintenance pour qu'ils soient encouragés au renouvellement. Et de toute façon, si on est dans un scénario de type Iceman, on a un risque de perte d'emploi dans le tissu industriel qui doit être anticipé. Alors, pour l'anticiper, ce risque de perte d'emploi, il faut comprendre un peu la façon dont on organise le tissu industriel. Donc, en gros, vous avez des grands donneurs d'ordre que sont les avionneurs, les équipementiers, les motoristes. Et puis ensuite, vous avez toute une chaîne de sous-traitance de différents rangs. Et quand vous descendez dans la chaîne, en général, vous descendez en taille d'entreprise et vous avez une quantité assez impressionnante de petites entreprises qui sont parfois des entreprises de 5 à 10 personnes et qui travaillent exclusivement pour le secteur aérien. En plus, ces entreprises, elles sont localisées majoritairement dans la région du Grand Ouest. Donc, si tu peux afficher, Olivier, vous avez 40% de l'industrie qui se situe dans cette région. Et vas-y, affiche encore la suite. Ça correspond à 125 000 emplois. Dont 60% d'entre eux sont de la sous-traitance, et ces sous-traitants, ils réalisent 70% de leur chiffre d'affaires auprès des grands donneurs d'ordre, et 30% d'entre eux sont monoclients. Donc, ça veut dire que toute tension sur le marché et sur l'activité des grands donneurs d'ordre se traduit de façon très, très brutale sur cette chaîne de sous-traitance. Et vous voyez sur le graphique de droite l'ampleur des suppressions de postes où elles sont localisées. Et donc, il y a un risque de ce que certains appellent le syndrome de Détroit, d'appauvrissement socio-économique de la région toulousaine qui commence à inquiéter cette région. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que demain, il y a une partie de ce tissu industriel qui pourrait ne plus servir. Et donc, s'il y a 5 à 10% d'Airbus qui ne sert pas, ça ne mettra sans doute pas Airbus par terre. Par contre,
on aura sans doute des quantités de sous-traitants qui, eux, ne seront et qui n'auront plus du tout d'activité. Donc, il faut s'en occuper. Alors, une des idées qu'on avance, c'est que puisque de toute façon, on a un chantier industriel de taille qui nous attend, qui est celui de la décarbonation, et qu'il va falloir produire un certain nombre d'équipements, que ce soit sur le transport, que ce soit sur l'énergie, que ce soit par exemple sur l'isolation des bâtiments, on défend l'idée qu'on pourrait imaginer une sorte d'alliance industrielle pour le climat qui permettrait de se substituer aux grands donneurs d'ordre habituels auprès du secteur. Donc ça veut dire que au lieu, si vous êtes un sous-traitant et que demain vous ne passez plus commande pour le secteur, c'est très difficile pour vous d'aller chercher des commandes sur le marché parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous n'êtes pas habitué à faire des appels d'offres, à aller chercher du marché puisque vous avez eu les mêmes clients pendant des années, voire des décennies. Et donc, vous avez une structure alternative à laquelle vous pouvez vous tourner et qui aura aussi pour fonction de fédérer les ressources qui sont sous-utilisées ou qui sont non utilisées, que ce soit de manière temporaire, de manière durable par l'industrie, pour les moderniser, puisque vous savez qu'il y a un enjeu de modernisation de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance pour la rendre compétitive et lui éviter des délocalisations à laquelle elle s'expose déjà. Voilà. Et puis cette structure, elle pourrait évidemment aussi servir de relais de sous-traitance auprès du secteur aérien, puisque le secteur aérien doit se décarboner comme tous les autres secteurs. Et donc, on aurait une sorte de découplage et de cassage de la verticalité de la chaîne de commande qui permettrait de donner un petit peu plus de résilience au secteur et qui permettrait de participer à l'effort de relocalisation industrielle. Voilà, on a presque fini. Il nous reste 1 minute 30. On va conclure. En conclusion, je voudrais dire que la façon dont on envisage la décarbonation de ce secteur, on l'envisage sous forme d'un dialogue entre les différentes parties prenantes et que un des objectifs de ce travail, c'est de rendre ce dialogue possible. Et donc, on a un certain nombre d'acteurs qui sont listés ici, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les rôles, mais je vais insister sur certains d'entre eux. Donc déjà, le rôle de l'État et du secteur, c'est de se mettre d'accord, de défendre l'idée d'un budget carbone, de le négocier, de le dimensionner d'une manière peut-être plus juste et plus pertinente que le choix qui a été fait dans cette étude. L'État doit évidemment encourager la diffusion du projet technologique, doit protéger son industrie, sans doute de manière réglementaire, par exemple en interdisant le survol européen d'avions qui seraient plus polluants que les derniers avions produits par Airbus, et réfléchir dès aujourd'hui à ce que serait une politique de sobriété. En contrepartie, ce que doit faire le secteur, c'est indiquer aux décideurs publics dans quel scénario nous sommes. Est-ce qu'on est dans Maverick, est-ce qu'on est dans Iceman? On ne va pas attendre 2050 pour le savoir, puisqu'il faut prendre des décisions avant. Donc, on défend l'idée que le secteur aéronautique doit aussi produire un certain nombre d'indicateurs qui permettent de prendre les bonnes décisions et d'avoir de la clairvoyance sur le scénario d'émission de trajectoire qu'on est en train d'émission qu'on est en train de suivre, pardon. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut saluer la récente initiative d'Airbus qui est d'avoir publié son bilan carbone scope 1, 2, 3 sur l'ensemble de son activité. Ça va évidemment dans le bon sens et je pense que ça engage Airbus dans une logique de transparence vis-à-vis de sa décarbonation et on est très très content de voir ce type d'initiative. Alors il y aura un rôle évidemment pour les citoyens qui doivent jouer leur rôle de partie prenante et d'usagers du transport et exprimer ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas pour l'aviation du futur. Et puis, il y a un rôle pour les think tanks, donc pour le Shift Project, pour des gens comme les Super Héros des Carbos, de continuer à porter cette parole libre et indépendante qui est au service de l'aviation et qu'on veut aussi avant tout au service du bien commun. Mais il n'y a pas que l'aviation dans la décarbonation et on appelle d'autres collectifs d'ingénieurs ou de gens du secteur à se former à se former au sens de à se constituer pour porter cette même parole pour les autres secteurs qui doivent se décarboner, parce que là, on a beaucoup parlé de l'aviation, parce qu'on est des gens qui aimons ce secteur et qui survivent à tous les enjeux qui l'attendent, mais il n'y a pas que l'aviation dans la balance de la décarbonation. Voilà, donc on conclut sur ces 5, il y en a bien 5, oui, ces 5 points. Les points clairs à retenir de ce travail, c'est qu'on a besoin d'un budget carbone pour l'aviation internationale, on a besoin d'une instance de gouvernance qui soit chargée du pilotage de ces émissions, et l'OACI pourrait être le lieu de cette instance.
On a besoin d'encourager la diffusion du progrès technologique, sans doute via et un soutien financier et un soutien réglementaire au secteur, parce que sans progrès technologique, eh bien, à budget carbone donné, et il faudra plus de sobriété. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. En tout cas, vous avez compris que ce n'est pas la parole, on n'est pas du côté des anti-avions, mais que modérer la croissance dès que possible, ça permet à un budget carbone fixé de préserver l'emploi à terme, et que la diversification du secteur, en l'envisageant dès aujourd'hui, permet de construire un secteur plus résilient et qui sera sans doute plus prêt à affronter les aléas futurs. Voilà, on a terminé en 1h02, on a dépassé de 2 minutes. J'espère qu'Ilana ne nous en voudra pas. En tout cas, merci de votre attention.